on va essayer de commencer dans les temps, comme disent les grenouilles. Merde. Il y en a quelqu'un. Je pense qu'il rigole pas de ma blague, mais il est en train de se foutre de ma gueule. Juste un peu. Bon, bah tant pis, voilà. Bonne journée à tous. Je me présente, l'homme qui fait du bide. Donc je m'appelle Yvon West-Laurence. Dans le domaine, je suis surtout connu pour avoir défendu l'animation japonaise, honte à moi, et le manga depuis le début des années 90, en fondant notamment un magazine que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Animeland. Animeland. Il n'y a pas d'accent sur le E, tout simplement parce que le terme animé vient d'un pays étranger, donc on ne met pas d'accent sur les termes étrangers. Voilà. Tout comme normalement, manga, on ne devrait pas mettre de S, parce que normalement, c'est pas supposé être... Ah bref, on va pas revenir là-dessus, je suis pas là pour ça. Quoi qu'il en soit, je fais aussi partie de la génération des années 70 qui a été marquée par un tout petit film qui s'appelle La Guerre des Étoiles. Et je me place de toute façon comme étant quelqu'un qui défend vraiment ouvertement ce que moi j'appelle les mondes imaginaires. Et ça inclut bien évidemment l'heroic fantasy, le fantastique, la science-fiction, etc. Et de toute façon, Star Wars fait vraiment partie de la culture populaire générale. Hein. On est tous là pour le prouver. Et il est important de parler de tout ça et de faire ça dans le contexte. Et aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de Star Wars, donc de la Guerre des Étoiles. Mais dans un premier temps, je me dois de vous préciser qu'il n'est pas question ici de fustiger Disney. Je vais même, non pas les défendre, mais mettre les choses un petit peu en perspective. Il n'est pas question de fustiger l'autre grognasse qui s'occupe de Lucasfilm. Qu'est-ce que j'ai dit mais de revoir un petit peu tout ça dans un ensemble et essayer de réfléchir ensemble sur finalement ce qu'est la Guerre des Étoiles. Donc, dans un premier temps, j'aimerais quand même savoir s'il y a des personnes dans la salle qui ont tout vu ou non. Pas solo. Alors moi, j'ai à la fois vu 2 fois et pas vu, puisque c'était trop sombre, on voyait que dalle. Mais on va essayer d'en parler. En streaming, on part ? En streaming. Non. En streaming. Je l'ai vu au cinéma, monsieur. Et je l'ai même vu en 3D. Mes yeux s'en souviennent encore. Donc, c'est important pour moi de savoir si vous avez vu les choses ou non, parce qu'on va quand même en venir à parler de certains sujets, et je vais peut-être même un peu spoiler. Je suis désolé pour ceux qui n'auraient pas vu cette excellente série qui est Rebels. Vous avez vu Rebels ou pas? Et donc tout le monde a vu Solo ou pas? Bon, écoutez, soyez prévenus, je vais faire des spoilers, on va se la jouer safe. Soyez prévenus, on va quand même essayer de venir sur certains détails. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Non, à travers la bouteille d'eau, ça ne marche pas. Pouf, on va essayer comme ça. Ouais. Donc c'est ce que je vous disais. Voilà, ça c'est rigolo, mais c'est juste rigolo. Donc il faut bien comprendre que de toute manière, c'est pas parce que Disney a racheté Lucasfilm et que George Lucas a essayé de gagner des millions pour essayer de faire oublier son gloître énorme, et du fait qu'il était passé de Jedi à Jabba the Hutt. Ah oui, quand même, non, vous avez vu sa gueule. Je passe à côté, je passe pour un maigrichon, voilà, c'est super. Merci George Lucas. Donc c'est pas parce que Disney a racheté Lucasfilm que les choses sont modifiées, que les choses ont été améliorées ou même ne sont pas aussi cool qu'on pourrait l'espérer. En fait, les choses, de toute façon, sont ce qu'elles sont depuis très 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 longtemps dans une autre galaxie. Hop. Et juste rappeler que la seule grosse différence entre les débuts de la Guerre des Étoiles et finalement ce qu'on se tape depuis bientôt 20 ans en 99 avec Jar Jar, c'est une différence technique, on va dire, puisque avant c'était quand même cinéma presque à l'ancienne, puisque la Guerre des Étoiles c'est aussi une révolution technique, une révolution des effets spéciaux. Il n'y a jamais eu autant d'effets dans les films qu'avec la Guerre des Étoiles, et les films qui ont suivi n'ont fait que suivre ce chemin-là
D'ailleurs, qu'il soit de science-fiction, de fantastique ou non, hein, il y a énormément de techniques qui ont été utilisées, notamment pour le matte painting, pour l'utilisation de l'ordinateur, etc., qui ont révolutionné le cinéma. Donc la grosse différence, elle est surtout là, mais la révolution de la guerre des étoiles, c'est pas seulement une histoire, c'est pas seulement des films, c'est les techniques, c'est les maquettes, c'est les modèles de tournage, c'est les costumes. Je veux dire par là que bon, j'avais beau avoir 7 ans en 77 quand j'ai vu la guerre des étoiles, le fait est que même maintenant, on a quand même du mal à croire qu'il y ait une personne dans 6PO, enfin c'est 3PO quoi. C'est quand même assez bien foutu. Le fait d'apprendre aussi, même maintenant, il y a des gens qui découvrent qu'il y avait un mec dans l'R2D2, quoi. Et c'était pas crade, hein, c'est pas sale. Il y avait un mec dans l'R2D2. Voilà. Kenny Baker, paix à son âme. Je ne plaisante pas, un grand monsieur, très, très sympathique, mais voilà. Donc, c'est finalement faire venir au premier plan ce qu'on appelait, avant les années 70, les B-movies. C'est-à-dire que les films à effets spéciaux, les films un peu spéciaux, les films fantastiques ou de science-fiction, souvent c'était le deuxième film de fin de soirée. Aux États-Unis comme en France, vous aviez souvent des soirées qui étaient organisées dans la semaine avec 2 films. Donc B-movie tout simplement parce que c'était le deuxième film de la soirée. Le premier film était un film entre guillemets sérieux, ça pouvait être un truc, j'allais dire pour les gonzesses, n'écoutez pas. Un truc à l'eau de rose ou quoi, on s'en fout. Le truc c'est que même un film comme, j'espère que vous l'avez vu, La planète interdite, était supposé être un film de seconde zone. C'est les films qui sont maintenant défendus par des Quentin Tarantino et autres. Donc George Lucas a permis de changer la donne. C'est-à-dire que maintenant, non seulement c'est des films qui sont supposés être des blockbusters, mais c'est surtout des films qui génèrent énormément d'argent, énormément d'entrées. Sans quoi Disney ne l'aurait pas acheté. Oups. Donc voilà George Lucas avant son opération, vous voyez là c'est... Ou alors c'est la barbe, je ne sais pas. C'est la barbe. Et en fait, si vous regardez bien, je pense qu'en fait, il s'est fait greffer ce machin là. Et, voilà, c'est un costume. Sinon vous remarquerez, ça c'est un... J'ai mis cette image là parce qu'elle me plaît énormément. En 1983 était sorti un numéro spécial de Starfix, qui est un magazine qui était génial et qui avait été fondé par Christophe Gans, qui est un réalisateur tout aussi génial. À qui on doit beaucoup d'ailleurs, non seulement pour la reconnaissance, j'allais dire, des mondes imaginaires, mais aussi même pour la reconnaissance de l'animation japonaise. Hein. Avant tout le monde, il avait sorti en vidéo des films comme par exemple Princesse Millennium, ou des choses comme ça. Donc pour ceux qui connaissent Leiji Matsumoto, c'est important. Mais c'était une image qui apparaissait donc dans le Starfix spécial Retour du Jedi, qui était sorti en 1983, et c'est un numéro qui pour moi était très important, où j'ai appris énormément. Mais le truc que j'ai remarqué, il n'y a rien qui vous gêne là. C'est-à-dire que même chez les connaisseurs, ils ne sont pas capables de reconnaître que le Faucon Millennium, il l'avait mis à l'envers. Là, il est à l'envers. Ah putain! On en apprend des choses. Hein. Donc voilà. Et il y a eu un petit montage aussi. Mine de rien, vous voyez là-haut l'étoile noire, comme ça vous le saurez. En fait, le modèle de tournage existe, effectivement, il est énorme. Et ben en fait, l'image que vous voyez là, elle est à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont fait la maquette, ils étaient contents de la maquette, elle était super, et puis tout d'un coup, Georges s'est dit, ah finalement, ça serait mieux de l'autre côté. Donc en fait, ils ont passé leur temps à filmer les scènes avec l'étoile noire à l'envers, parce que la maquette était déjà prête. Ça, c'est un souci que vous n'auriez pas sur ordinateur. Je dis ça, je dis rien. C'est des petits trucs qui peuvent se changer très rapidement. Donc encore une fois, voilà, modèle de tournage, vous voyez un petit peu la taille des trucs, et ça c'est pour des scènes que vous voyez à peine dans l'Empire contre-attaque, quoi. Et pourtant tous les détails sont là. Là pareil, vous voyez, c'est oh merde, on veut pas tuer Carrie Fisher, du moins pas tout de suite, donc on fait ça safe et tout, voilà, c'est sur des fonds bleus, des fonds verts, machin, enfin, ils ont révolutionné tous ces trucs-là. Donc 77, je le répète, la guerre des étoiles, qui sort au cinéma, c'était quand même quelque chose qui était parti pour se planter. Hein, même aux États-Unis, ils n'avaient pas prévu de sortir le film sur plus de quelques salles. Et finalement, c'est une avant-première dans ce qu'ils appellent le Chinese Theater, qui a tout changé en mai, ça c'était une date importante à garder, en mai 1977. Non seulement le film a du succès, mais il y a le bouche à oreille
qui fait que pendant des semaines, il y a des gens qui littéralement campent devant le cinéma pour voir le film. Ça, c'est du nouveau aussi. C'est un peu comme le succès qui n'est absolument pas mérité de Blair Witch. Blair Witch, hein, c'est ça? Oui. Cette espèce de merde là, qui est supposée faire peur. Une nénette avec de la morvonnée qui se filme mal avec une tante qui remue. Enfin voilà, ils avaient un budget certainement quechua, j'en sais rien, mais voilà. La légende veut que ce film-là a été fait avec un budget littéralement le prix d'une bagnole et puis ça a rapporté des millions. Voilà, ça fait rêver. Bon bah le truc c'est qu'en fait la guerre des étoiles c'est pareil, c'est-à-dire que maintenant, même si on le regarde maintenant, essayez de voir le film tel qu'il était présenté en 77 et pas ce qui a été refait dans les années 90 ou même en Blu-ray, parce qu'à chaque fois le film a été modifié, ça aussi c'est important. Et dites-vous que ça a été fait avec des bouts de ficelle. Est-ce que la seule chose qui a sauvé le film, et là encore j'insiste, c'est les effets spéciaux. C'est-à-dire que sans les scènes à effets spéciaux, sans les scènes avec les maquettes, le film n'y valait rien. Même les amis de George, que ce soit Steven Spielberg, que ce soit, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait Dracula, c'est Coppola. Voilà, Coppola. Il ne savait pas quoi lui dire, quoi. Voilà, t'as fait un truc bien avant, c'était American Graffiti, youpi, tout. Mais ton Star Wars, là, voilà, c'était très mal parti. Le seul à y croire, finalement, c'était non seulement George, mais surtout son pote de la Fox qui avait vraiment tout mis là-dedans. Voilà, c'était plutôt mal parti. Et finalement, ça a un succès de dingue. Un succès de dingue qui a tout révolutionné, encore une fois, dans le monde du cinéma à cause des techniques, à cause du sujet. Et tout d'un coup, tout le monde a voulu faire la même chose. Même Paramount a finalement sorti un film de Star Trek en 1979 à cause du succès Star Wars. Ils ne voudront jamais l'admettre, mais c'est le cas. Et vous avez tout un tas d'autres films, je ne vous ai pas mis d'image exprès, mais les plus vieux d'entre vous s'en rappellent peut-être de la magnifique affiche française des Mercenaires de l'espace. Non, ça vous dit rien? Si. C'est une vraie merde, mais l'affiche est belle. Oui. Bon, il y a une nénette avec des gros nichons. Bon, d'accord. C'était pas Carrie Fisher, quoi. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui étaient sortis, qui surfaient sur Star Wars. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui aiment Sam Kukai, je suis désolé pour vous, non, c'est de la merde. Mais le fait est que Message from Space, c'est un film qui, aux États-Unis, n'est pas connu, en France est connu sous le nom de Sam Kukai, mais surtout, c'est un film qui, au Japon, est sorti avant la guerre des étoiles, parce qu'en fait, le Japon est le seul pays au monde à avoir eu la guerre des étoiles avec un an de retard. Même nous, on l'a eu en juillet 77 en France. Eux, ils l'ont eu en 78, un truc comme ça. Et en fait, les Japonais en ont profité. À la limite, ils ont même insisté pour que le film sorte avec du retard, pour sortir ce film-là, qui pompe totalement la guerre des étoiles, pour prétendre qu'ils avaient fait ça avant. Hein, revoyez le machin. Si vous allez me dire qu'il n'y a pas une parodie de Chewbacca, une parodie de Han Solo, une parodie de... Hein, voilà, donc... voilà. Bref. Donc, ça change vraiment la donne. Ça change la donne par rapport aux résultats des films en question. Les B-movies commencent donc à devenir importants pour l'exploitation du cinéma. Et surtout, les effets spéciaux commencent à être vus autrement. C'est-à-dire que maintenant, les gens se disent, par exemple, là, vous voyez, cette scène-là, en fait, les 3/4 de l'image que vous voyez là, c'est du matte painting. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est utilisé depuis Hitchcock, avec notamment les oiseaux, quoi. C'est vous modifiez en fait une scène. Vous ne faites pas les décors en taille réelle, parce que sinon ça coûte trop cher, surtout si c'est pour une scène qui dure 2 secondes. Vous ne faites qu'une partie des décors, et le matte painting consiste en fait à faire tout le reste en peinture. Et si possible sur du verre. Parce que comme ça vous permet de projeter en fait le reste du film dessus. C'est ce qui a été utilisé notamment par Ray Harryhausen pour ses effets spéciaux et ses figurines qui étaient animées image par image. Si vous connaissez Jason et les Argonautes, si vous connaissez le Choc des Titans, qui a très très mal vieilli pour un film de 82, mais voilà, c'est ce genre de techniques-là qui du coup sont mis en avant, plus le fait qu'il faut faire aussi des accessoires taille réelle. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, il n'y a que la moitié du faucon qui existe. Le reste a été refait en peinture. Donc sinon, les thèmes abordés, on va pas les reprendre, mais là c'est quand même du... Tiens, on va remettre ça après.
du space opéra de base, hein, donc c'est du western et des histoires de chevaliers, limite la recherche du Graal et tout ça, mais dans l'espace. Et certains ont cru pouvoir imiter ça, mais quand même avec un succès plutôt mitigé. Parmi les rares films de science-fiction qui ont réadapté des sujets plus classiques, moi je citerai, là aussi je ne vous ai pas mis d'image, mais si je vous dis Outland, voilà, c'était avec Sean Connery, et en fait ce film-là, c'est repris de ce qu'on appelle en français, si je me rappelle bien, Le train sifflera 3 fois. Je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire ce titre-là en français, mais c'est pas facile à dire dans un micro. Le train sifflera 3 fois. Ne pas confondre avec l'arrière-train, ça c'est un autre film. Voilà. Revoyez ce film et dites-vous qu'ils ont repris ni plus ni moins que le sujet de High Noon en anglais. Et donc c'est un western, et que du coup ils l'ont transposé dans l'espace avec Outland, c'est juste magnifique. Là, les gens qui ont fait ça ont tout compris. Mais sinon, nous en France, oh putain, c'est pixelisé, merde, moi qui étais tout content d'avoir trouvé ça. Ça c'était juste pour dire que bah, nous à notre époque aussi, pour faire un petit lien avec mon métier de base, on a eu un manga littéralement de la Guerre des Étoiles dans Télé Junior. On a eu les premières pages, non pas en couleur mais en noir et blanc de la Guerre des Étoiles dans un petit fascicule qui était livré dans Télé Junior. C'était moche, mais c'était petit en noir et blanc et c'était rigolo. D'ailleurs après ils ont continué en couleur, c'était marrant. Mais bon. Et donc du coup, quelques années plus tard, sort l'Empire contre-attaque qui là encore révolutionne encore plus les choses. Parce que d'habitude, et là aussi vous serez d'accord avec moi, d'habitude les suites sont souvent décevantes. Les suites sont souvent ratées. Les suites ne font que surfer sur le succès d'un premier film, et finalement le deuxième n'est qu'une pâle copie du premier. Bah là c'est pas le cas. Alors non seulement on se retrouve avec une Guerre des Étoiles plus sombre, une Guerre des Étoiles encore mieux compris par son réalisateur qui, cette fois-ci, n'est pas George Lucas, mais Irving Kirchner, qui lui-même le disait, arrêtez vos histoires de science-fiction, c'est pas de la science-fiction, c'est des contes dans les étoiles. Vous voyez plein d'interviews de ce grand monsieur, il avait tout compris, et avec cette idée en tête, il nous a fait un conte, effectivement, à plusieurs niveaux de lecture, avec en plus un scénario de Laurence Kasdan, qui est vraiment juste génial. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est, mis à part qu'on se pose des petites questions par rapport, j'allais dire, à la timeline, le reste on s'en fout, voilà, il se passe plein de choses, ça se termine mal à la fin, sans mauvais jeu de mots, Luc perd la main. Et après, il y en a qui récupèrent tout ça pour faire de la merde. J.J. Abrams, si tu nous écoutes. Donc voilà, donc non seulement avec le premier film en 77, ils révolutionnent tout, mais en plus en 1980, hop, rebelote, non seulement ils remettent tout sur la table, mais en plus ils révolutionnent encore plus les choses, ils vont encore plus loin, encore plus d'effets, encore plus de qualité, c'est-à-dire que loin de se dire bah, c'est bon, on a gagné avec le premier, c'était un hasard, ils ont su tirer les leçons du premier et faire quelque chose d'encore mieux. Alors j'ai fait exprès de ne pas vous mettre l'affiche du retour de Jedi. On va rester sur le Lord de Sith, voilà, noir sur fond blanc, il est génial aussi. Voilà, c'est le seul qui n'a pas compris que les Snowtroopers, s'ils étaient blanc sur blanc, c'est mieux quand même. Voilà. Oui, voilà. Puis, cela dit, ils doivent avoir encore plus de mal à respirer qu'avec leur casque normal, hein, parce qu'ils en rajoutent des trucs, des couches, des machins, et comme ça ils ne peuvent pas viser. Ce qui prouve que c'est des mecs, hein, d'ailleurs. Ils ne savent pas viser, donc... voilà, bref. Mais par contre, je me suis dit, tant qu'à faire, on va... inclure 2 films, oui, parce qu'il y en a eu 2. Non, mais tu peux jouer aux nazis tant que tu veux, tu n'auras droit à des questions plus tard. Les Ewoks, il faut qu'on en parle des Ewoks, parce que vous vous dites, ah, Solo, c'était des ans, ah, Star Wars 8, quelle merde, ah, vous voyez le film des Ewoks. C'était mignon, c'était pour les gosses. Après. Non, mais ça a été fait avant, mais on va essayer de préparer le terrain un petit peu. Voilà. Hein, le moins pire vers le pire. Voilà, le pire contre-attaque. Voilà, ça, vous l'avez cherché. Donc les Ewoks. Alors non seulement c'est mauvais, non seulement ça prouve que visiblement George Lucas avait de grands projets pour les Ewoks, hein, vendre des pluches, mais en plus de ça, en France, ils ont trouvé le moyen de faire encore plus mauvais que le matériel d'origine. Parce que là, je vais en mettre plein la gueule parce que j'aime ça, hein, Loïc, tu peux confirmer.
le premier film a quand même été sorti en France, raconté au cinéma par Dorothée. Elle ne s'est pas contentée de faire le générique de la série animée. Celle-là. Si. Mais ils ont sorti le film en se disant, le film est tellement con et tellement pas accessible aux enfants, vous voyez, que le film doit être raconté. C'est-à-dire qu'ils ont fait un commentaire audio pendant la sortie au cinéma. Déjà à l'époque, j'aimais pas trop Dorothée, mais là, voilà, c'était le début de la fin. Mais au secours. Bon, cela dit, très honnêtement, le premier film est une curiosité. Le deuxième film est aussi dark que l'Empire contre-attaque. Hein, la petite fille qui a survécu au premier, étrangement, perd toute sa famille, c'est quand même pas drôle. Et le deuxième film est quand même un peu plus sympathique. C'est presque en fait la préparation pour George Lucas d'un film que vous connaissez peut-être et que vous appréciez peut-être autant que moi, qui est Willow. Revoyez le deuxième film des Ewoks, franchement, les prémices de Willow sont dedans. Mais sinon, si vous voulez rigoler avec les copains, si vous consommez de la drogue, si vous êtes alcoolique, etc., revoyez ces films-là. Voilà. Suivez ça de genre d'une after avec ça, mettez bien la version française et tout, les petits Ewoks, gna gna gna, voilà, et dites-vous qu'après ça sera encore pire parce que ça c'était avant le Club Dorothée en plus. Hein. C'est dingue hein, de se dire ça. Qu'ils ont réussi à faire encore plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à creuser encore assez profond. Au bout d'un temps, ils ont fini par ouvrir des portes dimensionnelles pour aller dans d'autres univers de médiocrité. Heureusement, on a quand même échappé à ça. On ne l'a pas eu. On l'a eu en DVD, mais on ne l'a pas eu à la télévision, et tant mieux. C'est aussi pour que vous disiez que finalement, s'il y en a qui n'aiment pas Clone Wars, qui n'aiment pas Rebels, etc., dites-vous qu'il y a eu ça. Encore une fois, c'est pour mettre ça dans le contexte. Et sinon... Pas de vitesse lumière, mais c'est pas ma faute. Voilà, Chewbacca a une famille. La famille du Chewbacca ne se rase pas. Voilà. Alors, on l'a eu en France. Ça s'appelait Au temps de la guerre des étoiles. Je l'ai raté de peu. C'était passé un dimanche matin, si je me rappelle bien, une seule fois. C'est devenu légendaire parce qu'effectivement c'est tellement mauvais que même George Lucas a fait l'impasse dessus, a dit ça, je ne veux même pas que ça sorte en vidéo. Mais ils avaient cédé, en tout cas à la Fox, avaient cédé à l'envie de profiter du succès de la guerre étoile pour proposer un programme spécial Noël, comme ça se fait souvent aux États-Unis, suite au succès de quelque chose, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Je ne vais pas vous résumer le truc, c'est que c'est de la merde, mais avec un gros tas de merde, et que le seul truc intéressant, c'est que, mine de rien, historiquement parlant, il faut quand même le savoir, la première arrivée et l'invention de Boba Fett, c'est dans Star Wars Holiday Special. La première fois qu'on le voit apparaître, c'est dans un dessin animé qui est dans ce truc-là. C'est pas dans l'Empire contre-attaque, il apparaît déjà dans cette histoire-là. Sinon, dedans, on voit très clairement que Carrie Fisher, elle s'en mettait plein le nez, qu'ils essayent de chanter, et vous voyez des Wookiees habillés pour Noël. Voilà, bon, ils ont peut-être dû se dire à un moment, on va mettre des boules de Noël sur les poils, ou quoi, ça va être simple. Non. Voilà. J'ai fait exprès de vous mettre la photo en noir et blanc, parce que vous voyez sur le net, maintenant, grâce au net, vous pouvez trouver ça facilement. Maintenant, dites-vous bien que vous risquez après de vous nettoyer les globes oculaires à l'eau de Javel. Donc, bon. Et... Ah, bravo. Allô, maman? Et mine de rien, le succès de la guerre étoile et de l'Empire contre-attaque, puisque là, très clairement, Luke est habillé comme sur Dagobah, il y a un rapport que je trouve assez émouvant entre les Muppets et l'Empire contre-attaque, puisque, comme vous le savez, l'un des papas des Muppets est aussi le papa de Yoda. Et c'est là aussi qu'on revient sur l'importance des maquettes, des effets spéciaux et ce genre de choses, c'est que, tout comme ensuite l'équipe
qui a fait Yoda et le Muppet Show, a fait un film absolument merveilleux qui est quand même Dark Crystal. On arrive à croire à des personnages qui sont pourtant animés par des gens qui sont en dessous, avec des mains, avec des fils, ce que vous voulez. Et comme le disait lui-même George Lucas, le truc c'est que si Yoda ne fonctionnait pas à l'écran, le film se cassait la gueule. Si le grand sage qui doit apprendre les secrets de la force à Luke est une marionnette qui ressemble à Kermit la grenouille, ça va pas passer. Et pourtant, ça passe. Non seulement ça passe, mais en plus ça passe très très bien, quoi. Ils ont su adapter ça à merveille, et du coup il y a un rapport vraiment intime entre le personnage de Yoda et le Muppet Show, et du coup ils ont même fait un épisode du Muppet Show avec les personnages de la Guerre des Étoiles. Vous voyez Luke qui est littéralement poursuivi par Peggy. Et et il y a tout un épisode du Muppet Show comme ça avec ces personnages-là. Il y a 6PO, il y a R2-D2, enfin c'est juste fantastique. Et évidemment, il y a les cochons dans l'espace avec la Guerre des Étoiles. Et ça, c'est juste fantastique. Donc, il y a des ponts comme ça qui sont faits de toute façon sur, j'allais dire, différents univers. Mais je vais passer très très rapidement sur d'autres aspects de la Guerre des Étoiles. Je vais commencer là-dessus exprès parce que franchement, ça pète. En plus, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très très longtemps comment il s'appelle? Ah, bon sang, évidemment, j'ai un trou. Sur YouTube, un gars qui fait des chroniques de films, pourquoi j'ai raison et vous avez tort, c'est Durandal. Voilà. Donc il en a parlé, il a fait la démonstration par rapport à Star Wars 8, par rapport à ça. Je me suis dit on va faire écho à tout ça, mais effectivement il y a énormément de jeux vidéo qui sont sortis autour de la Guerre des Étoiles. Là aussi c'était pas évident, parce que les premiers jeux vidéo dans les années 70 et surtout 80, bah, à part voir des gros pixels, on voyait pas grand chose. Moi je me rappelle surtout de X-Wing qui était juste une horreur, je l'avais pris en plus sur Mac, oui je travaille sur Mac. Je n'ai jamais réussi à piloter mon X-Wing correctement et à passer l'étape de l'entraînement. On ne rigole pas, c'est pas drôle. Quand vous achetez un jeu à 500 francs, vous espérez pouvoir y arriver un minimum. Mais de toute façon, il y a pire, hein. Sur Nintendo, j'ai réussi à me planter sur Tatooine avec le Land Speeder qui tombait à chaque fois dans les failles. Hein. Voilà. Non, je ne suis pas un gamer. Voilà. C'est tout. Mais il y a énormément de jeux vidéo qui ont été ajoutés, et c'est là aussi la grande force de Star Wars, du moins ça l'était avant que Disney, là par contre, foute son bordel, c'est que souvent il y avait des ponts entre les différents supports narratifs que pouvait prendre la Guerre des Étoiles, et notamment les jeux vidéo, et souvent il y a des personnages de jeux vidéo qui se sont retrouvés dans des romans, des comics, et il n'y a pas si longtemps que ça, même dans Rogue One, il y a quand même des références à des jeux, et à toutes les histoires qu'il y avait dessus. Et notamment, là, ça exploite quand même le passé lointain de ce qu'on connaît avec Luke et Dark Vador, etc. Je crois que ça se passe des milliers d'années avant, mais voilà, ça c'est intéressant, c'est qu'ils ont compris qu'ils pouvaient compter des choses, et ça, c'était pas uniquement pour se faire de l'argent, ça rajoute quand même à ce qu'on appelle l'univers étendu. Ça, c'est aussi important de le voir. Et ça, c'est une belle image aussi d'un personnage que malheureusement on n'a pas eu dans la trilogie actuelle, et c'est Mara Jade, qui était supposée donc la compagne de Luke Skywalker, et qui est en plus était, si je me rappelle bien, la main de l'empereur, et qui apparaît parmi les meilleurs romans qui ont été faits autour de la Guerre des Étoiles, qui était donc l'héritier de l'Empire pour le premier volume, et Timothy Zahn qui avait signé ça. Voilà. Vous remarquerez que je ne note rien, voilà, tout sort de la tête, vous m'excuserez si je me trompe, hein, n'hésitez pas à me le signaler, mais voilà, je tiens à utiliser mes neurones tant que j'en ai. Mais voilà, ça c'est des aspects quand même aussi qui sont importants, c'est-à-dire que les comics ont commencé avec des trucs assez moches qu'on a vu en France dans Télé Junior, mais au final, ce qui avait été acheté pour pas grand-chose par Marvel, c'est devenu important, c'est devenu intéressant, et ils ont réussi à développer les choses. Rappelons d'ailleurs que la partie Timothy Zahn avec l'héritier de l'Empire a été dessinée, dont Mara Jade, a été dessinée quand même par Olivier Vatine. Olivier Vatine, à qui on doit Aquablue. Donc Cocorico à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'une des meilleures adaptations, j'allais dire en comics, de la Guerre des Étoiles, on la doit à un Français. C'est pas Olivier qui a fait ça.
Et sinon, pour ceux qui disent ouais, Disney et tout, qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi ils ont acheté Lucasfilm, machin, tout ça, pourquoi ils ont permis à George Lucas de rater une opération faciale, je vous rappelle que depuis très longtemps, en fait, il y a eu Star Tour. Et Star Tour, ça fait plus de, je crois que ça fait bientôt 30 ans, je crois. 92 en France. Ouais, mais aux États-Unis, c'était avant. Ouais. Et en tout cas, ça faisait longtemps que de toute façon il y avait l'attraction Star Tour à Disneyland. Et là où c'est important, c'est pas seulement parce qu'ils ont retourné et refait les scènes, notamment de l'attaque de l'Étoile Noire. Ça avait été tourné en 70 mm. Et c'est d'ailleurs ces scènes-là qui ont été utilisées pour refaire correctement la scène dans le film qui est ressorti en 95 au cinéma. Ils ont utilisé en fait des morceaux de l'attraction Star Tour pour refaire les scènes dans la nouvelle version cinéma donc, qui était sortie en 95. Mais en plus de ça, il faut aussi savoir que si vous avez une poursuite de Podracer dans le film de 99 avec la menace fantôme, quel titre de merde, la menace fantôme, donc en fait le truc c'est qu'au départ, George Lucas était supposé donner sur un plateau d'argent le prétexte à Disney de faire une nouvelle attraction, Star Tour, où il y aurait donc cette poursuite de Podracer, de cette course. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais c'est ces possibilités-là, ces études-là qui ont donné la nouvelle attraction qui a ouvert il y a quoi, 1 ou 2 ans à Disneyland pour le nouveau Star Tour, où il y a enfin maintenant vraiment des choix. Non, en France, c'est vrai. En France aussi. Non. Le nouveau Star Tour, il a... Oui. Et maintenant, on n'a jamais 2 fois le même parcours. Voilà. Dont la poursuite de Podracer, ça apparaît. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un rapprochement Lucasfilm et Disney depuis très longtemps. Il n'y a pas un mariage, mais il y avait quand même pas mal d'accords et pas mal de, comment dirais-je, d'intérêts commerciaux communs. Donc forcément, tout ça c'est lié. Ça c'est une des rares choses qui est restée donc à la nouvelle attraction Star Tour. Et sinon le Star Speeder 3000, voilà, c'était donc le vaisseau dans lequel vous entrez pour soi-disant entrer dans le monde de Star Wars. La première attraction était pas mal, la seconde je ne l'ai pas faite, mais apparemment ça envoie du bois. Donc vous avez par exemple cette scène avec Dark Vador qui essaye de vous arrêter, hein, voilà, vous avez dépassé les 80 km à l'heure, ça va pas. Et sinon, les produits dérivés Star Wars chez Disney, ils n'ont pas attendu l'achat en 2012 de Lucasfilm pour les faire. Ça, je l'ai acheté il y a plus de 10 ans. Hein. Et il y avait déjà des mélanges Mickey, Donald, machin et tout ça, en figurines, en pins, en tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'était très sympa. Et sinon, encore une fois, qu'en est-il de Star Wars? Est-ce que c'est uniquement des trilogies, dont certaines assez mauvaises, qui font Star Wars? Bah non, il y a aussi les séries télévisées. Alors ce qui est assez amusant, c'est que c'est George Lucas apparemment qui aurait approché Cartoon Network pour dire bon bah voilà, ma prélogie là, je raconte pas trop de choses sur la guerre des clones et j'aimerais bien quand même avoir un truc animé sympathique qui raconte en fait ce qui se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et ils ont engagé Genndy Tartakovsky. Alors je sais que beaucoup de personnes ne supportent pas cette version animée de la guerre des clones, son style, son animation, mais je vous rappelle quand même que déjà ça envoyait du lourd sur certains épisodes, notamment avec les clones, hein, ce qu'on ne voit jamais dans les films, j'incite sur les films, qu'on avait quand même une exploitation du personnage d'Anakin que je trouve bien meilleure que dans la prélogie, et c'est sérieux de le dire. Qu'on a l'apparition de... comment il s'appelle? Ventress. Et qu'elle envoie du bois. Et que Yoda... non, bon. Genndy Tartakovsky, c'est qui? C'est quand même l'auteur de Samurai Jack. Hein. Si vous ne connaissez pas Samurai Jack, j'allais dire sortez, non, je vais me sortir seul, mais il faut que vous voyez ce dessin animé, c'est juste énorme. Genndy Tartakovsky, c'est pas seulement Samurai Jack, c'est celui aussi qui a révolutionné Cartoon Network avec le style que maintenant tout le monde connaît dans le monde, avec notamment le laboratoire de Dexter.
mais aussi dernièrement, vous avez peut-être pu voir Hôtel Transylvanie. Oui. Je préfère ces dessins initiaux que ceux-là, vous voyez. Bah ouais, voilà, en 3D ça rend différemment. Mais donc Genndy Tartakovsky, en fait, vous le connaissez sans le savoir. Mais son travail était important puisque, mine de rien, donc si je me rappelle bien, c'était en 2008, est sorti quand même une vraie série Clone Wars qui vraiment a tout mis en œuvre pour faire des choses correctement. On la doit à Dave Filoni, qui est quelqu'un qui non seulement connaît son sujet autour de la guerre des étoiles, mais en plus a permis de rendre canon ce qui ne l'était pas, surtout dans Rebels. J'espère que je vais avoir le temps de vous montrer ça. Alors, il n'y a que le film pilote qui était d'ailleurs sorti au cinéma, qui est franchement pas bon. Je veux dire, Anakin Skywalker qui part à la recherche de la larve de Jabba the Hutt. C'est un pilote. Voilà. Donc, heureusement, le reste de la série s'en sort quand même assez merveilleusement et a bien compris qu'il s'agissait donc de la guerre des clones et qu'il fallait quand même exploiter les clones. Et donc du coup, tous les scénarios possibles ont été imaginés pour ces pauvres finalement soldats qui sont à la fois uniques et tous identiques. Et si vous ne connaissez pas la série, je vous la conseille chaudement. Même si, encore une fois, il y a un Yoda un peu spécial. Mais bon, on y revoit quand même. C'est pour ça que je vous demandais si vous l'aviez vu, Darth Maul. Et donc pour ceux qui ont vu Solo, ça explique tout. Et on voit des Mandaloriens, on voit... Cette série, elle est juste énorme. En fait, c'est tout ce qu'on attendait de George Lucas et de La Guerre des Étoiles au cinéma, on le voit dans la série. Donc en fait, pour moi, très sincèrement, le futur de Star Wars, c'est à la télévision. Ça ne peut pas être au cinéma. Hein, les combats d'ego et de personnes qui non seulement n'y connaissent rien, mais font de la merde, comme avec Star Wars 7 et Star Wars 8, moi je veux plus en entendre parler, moi je veux du Dave Filoni et je veux ce genre de choses. Parce qu'à la limite, si un épisode vous déçoit, c'est pas grave. La semaine d'après, il y en aura peut-être un bon. Vous n'aurez pas 1 an, 2 ans, 3 ans à attendre pour voir de la merde. Vous ne pas la voir du tout parce que Solo, ils n'ont pas été capables de dire tiens, si on mettait un peu de lumière. Mais non, c'est dans le noir, vous voyez, dans le noir, dans un tunnel avec des gens en noir. Moins cher. Mais sinon, bon, en plus Clone Wars, la série animée, apporte un personnage qui est énorme aussi. Et Ahsoka Tano. Voilà, alors au début, dans l'épisode pilote, on se dit prout. Mais finalement, non seulement elle évolue bien, mais en plus elle grandit à vue d'œil, c'est-à-dire que de plate, elle commence à avoir des formes. C'est toujours important. Voilà, il y a des choses importantes quand même dans la vie. Et voilà, par tous les seins, quoi. Merde. Donc Ahsoka Tano. Mais on voit aussi Boba Fett quand il est jeune, on voit d'autres personnages qui ont été à peine esquissés alors qu'on en avait eu des volumes entiers dans Lucasfilm Magazine. Je ne sais même plus comment elle s'appelle celle-là. Ouais, bon. Ouais. On la voit quoi? Allez, 1 seconde, même pas, dans La Menace Fantôme, je crois, et encore. Mais sinon, il y a Bossk. Et voilà, ça c'est super. On en apprend plus sur le Slave One. Voilà. Et Dave Filoni, c'est lui. Voilà. Vous voyez qu'il commence à ressembler à George Lucas, mais... Il se maintient. Voilà. Non, il est vraiment super, ce gars-là. Il connaît bien son sujet, il connaît tous les jeux, tous les comics, tous les romans. Voilà, lui, il connaît. Et donc, il y a Rebels. Je vais essayer de respecter mon temps. Rebels, qui est sorti il y a maintenant, quoi, 5 ans? Oups là. Ça vient de se finir, et je vais du coup laisser passer les images si ça veut bien marcher. Bon. Nouveau personnage, nouvelle situation, mais on est à quoi, 4 ou 5 ans de la guerre des étoiles. Non, ça, je me suis trompé d'image, désolé. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a le retour de certains personnages du coup qu'on connaît, parce que c'est assez proche de la trilogie originelle. Donc, comme ici, Lando Calrissian, qui est donc joué par Billy Dee Williams en vrai. Donc, il retrouve son personnage, et comme il fait que la voix, finalement, le fait qu'il soit plus jeune, c'est pas gênant. Mais on retrouve aussi le Captain Rex, qui a vieilli, c'est un clone qui a vieilli, et qui est donc un personnage qui est très important dans Clone Wars. Et d'ailleurs, ils ont même rendu canon un fait qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on le voit à peine dans le Retour de Jedi, mais parmi les soldats rebelles qui sont sur Endor, si vous regardez bien les scènes, il y en a quelques-uns qui ne sont pas tout jeunes. Et il y en a un qui, justement, est chauve avec de la barbe blanche. Et bien maintenant, alors que ça a été tourné en 83, ils disent que ce personnage-là, en fait, c'était Captain Rex.
C'est-à-dire qu'un clone a survécu toutes ces années et participe même à l'attaque d'Endor dans le retour du Jedi. Voilà, donc ça a été rendu canon. Donc ça c'est génial. Et on a le retour aussi d'Ahsoka Tano. Qui a bien grandi. Donc il a peut-être un peu réduit là, mais bon. Elle a grandi de là. Ouais. Non mais ça c'est important parce que du coup Rebels fait vraiment le pont entre les films, les différentes séries, les romans, etc. Il y a l'amiral Thrawn qui apparaît enfin. Donc encore une fois issu de l'héritier de l'Empire et de Timothy Zahn. Timothy Zahn d'ailleurs qui petite anecdote de passage, c'est que c'est Timothy Zahn qui a trouvé le nom de la planète centrale de la galaxie. Comment ça s'appelle déjà? Pardon? Coruscant, voilà. Bah, ça c'est inventé par Timothy Zahn. George Lucas n'avait pas donné de nom à cette planète-là avant. Mais du coup, non seulement on a les personnages de Rebels qui sont devenus importants, mais il y a un rapport aussi, tout aussi important avec le reste des films et même du travail sur la guerre des étoiles avant la sortie du film en 77. Donc là, je vous laisse revoir un petit peu peut-être les personnages ici, notamment, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, Z. Je crois qu'il s'appelle Z. Et bien en fait, il est pompé sur le travail de base qui avait été fait, ça devait être Chewbacca au départ. Et ces personnages-là, vous les voyez aussi dans la série à un moment. Il y a même un autre robot qui ressemble à celui-là, qui était supposé être 6PO au départ, mais il ressemblait beaucoup trop au robot qu'on voit dans Metropolis. Et sinon, là, c'était R2-D2. Vous voyez que là, il y a un bras, là. En fait, c'est Chopper. Donc, en fait, ils ont pris le travail de pré-production de la guerre des étoiles pour faire Rebels. Et voilà. Donc, du coup, Chopper est inspiré de ce qu'aurait dû être R2-D2 au départ. Mais là où c'est drôle, c'est qu'il y a des vaisseaux dans Rebels qui apparaissent dans Rogue One. Et c'est logique, parce que ça se passe en même temps. Et du coup, celui-là, qui arrive quand même à harponner un Star Destroyer à lui tout seul, ça c'est badass quand même. Il y a un truc comme ça, on voit le Ghost dans Rebels. On voit le Ghost dans Rogue One. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais on va commencer. Et donc, non seulement on voit ce vaisseau-là, on voit aussi ce vaisseau-là qui est plus tard utilisé par l'amiral Thrawn dans l'héritier de l'Empire. On voit aussi les origines du B-Wing. On voit, si je me rappelle bien, le TIE Defender qui a trois panneaux solaires au lieu de 2 comme le TIE... c'est quoi déjà? Le TIE Interceptor. Donc on le voit aussi dans Rebels. Mais tant qu'à faire, le Captain Syndulla est cité dans Rogue One, on voit Chopper, et le Ghost est là. Donc en fait, il y a des liens vraiment entre la série Rebels et les films. Donc comme quoi, il n'y a pas forcément tout acheté dans les films qui sont sortis ces derniers temps chez Disney, c'est juste qu'ils en ont fait trop. D'ailleurs, je crois que... Bon, je vais arrêter là parce que sinon après je vais dépasser. J'avais plein de choses à vous montrer aussi sur ces merdes. Non, on ne peut pas les voir. Mais non, tout ce que je veux dire, et je terminerai là-dessus, parce que sinon il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais après je risque de dépasser, du coup, si ce qui est prévu après part avec du retard, ça ne va pas le faire. C'est simplement de signaler que si on a l'impression qu'il y a trop de Star Wars, c'est qu'ils ont fait, à mon avis, cette année, je ne sais pas ce que vous en pensez, une erreur fatale. C'est qu'ils se sont dit que Solo, il fallait le sortir à une date symbolique de la guerre des étoiles, donc à savoir mai, le mois de mai, parce que c'était donc la sortie du premier film en 77. En fait, ils auraient dû attendre décembre pour sortir le film et ça serait mieux passé. Surtout, ils auraient eu plus de temps pour le terminer, plus de temps pour régler ce problème de lumière. C'est complètement fou. Le film, il n'est pas terminé. Quoi. Il n'est pas mauvais en soi. Voilà. Donc le seul problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a une impression de surplus, on a l'impression d'avoir trop de Star Wars, mais finalement, ça exploite finalement un univers étendu qui est quand même énorme, un univers étendu qui est quand même très intéressant. Et si ce n'est que les films 7 et 8, effectivement, peuvent être décevants, en attendant, il y a plein d'autres éléments, notamment les séries télé, qui peuvent vous satisfaire. Donc, c'est pas qu'il y a trop de Star Wars, c'est que c'est mal exploité.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et finalement, j'espère aussi qu'ils vont comprendre qu'il faut respecter un certain nombre de dates et puis surtout arrêter de se marcher sur les pieds. Parce que les gens de Disney sont bien gentils, mais en achetant la Fox, en achetant Lucasfilm, en achetant Marvel, ils se retrouvent en fait à se faire leur propre concurrence. Parce que pourquoi ils ont fait ces dates-là aussi, c'est parce qu'en fait, sur la même période, il y avait quand même Avengers, quoi. Hein, et il y a tous les films Marvel qui sortent, je crois qu'ils en sortent facilement 3 ou 4 par an maintenant. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais le fait est que c'est pas tant qu'il y a trop de Star Wars, c'est qu'il exploite mal. Et finalement, le sujet de la guerre des étoiles et tout ce que ça peut amener, à mon avis, est beaucoup mieux adapté maintenant à la télévision qu'au cinéma. Et je terminerai là-dessus, puisque en fait, vous le remarquerez maintenant, les choses qui marchent le mieux, ou en tout cas qui déçoivent le moins, sont clairement les séries télévisées. Je pense immédiatement à Game of Thrones, je pense à plein de choses qui passent à la télévision, qui sont vraiment fabuleuses. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, le côté créatif va vers la télévision, alors que finalement, du côté cinéma, ils essayent de faire des épisodes, mais ils s'en sortent mal. Voilà, pour des problèmes certainement non seulement de budget, mais aussi de gestion de tous ces trucs-là. On pourrait en parler longtemps, mais là, on n'a plus le temps. Donc voilà. Désolé, en 45 minutes, c'était difficile de vous parler de tout ça, mais il faut remettre ça encore une fois dans le contexte. N'oubliez pas, si vous n'aimez pas Clone Wars ou Rebels, il y a eu les Ewoks, il y a eu Droïds, il y a eu Star Wars Holidays. Si vous n'avez pas aimé Solo, bon ben voilà, il y a eu plein de choses. Et sinon, de toute façon, avec tout ce qui est sorti en roman, en comics ou en jeu vidéo, je pense que vous avez largement de quoi manger du Star Wars pour les 100 prochaines années. Voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ça ne vous a pas ennuyé. J'en profite pour vous signaler que demain, je fais une autre intervention beaucoup plus tôt, quasiment à l'ouverture du salon, autour des maquettes de science-fiction. Donc si ça vous intéresse, je vous parlerai des maquettes de science-fiction en France. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc 45 minutes, ça va être difficile, mais on va essayer. Et je termine aussi sur le fait que j'ai aussi une petite chaîne YouTube qui justement parle de maquettes, qui s'appelle tout simplement Chez Yvan West Florence. Si vous cherchez ça sur YouTube, vous en saurez plus. Là aussi, vous risquez de vous en bouffer pas mal parce que je sors une vidéo par jour. Donc finalement, Star Wars, finalement, c'est des petits joueurs à côté de moi. Mais donc voilà. Donc, pour ceux qui veulent bien, à demain, bon salon et à une prochaine fois. Merci.